Le débat. Ça monte, mais ça aurait pu être pire, Nicolas. En fait, c'est assez paradoxal ce qui se passe. On a effectivement des chiffres du quatrième trimestre qui sont très difficiles à comprendre. Parce que la catégorie A, celle qu'on regarde toujours de manière un petit peu systématique en gros plan, au quatrième trimestre, elle baisse. Elle baisse de 99 100 personnes, alors qu'on a eu un mois de novembre de confinement. Alors pas le confinement dur du mois d'avril, mais un mois de novembre de confinement. On a eu un couvre-feu au mois de décembre. Et donc c'est très difficile à comprendre, surtout que la traditionnelle explication qu'on a avancée pour expliquer ces fameux effets trompe-l'œil avec le chômage, où on avait généralement des gens qui quittaient la catégorie A pour se retrouver dans les catégories B et les catégories C, c'est-à-dire la catégorie des gens qui ont un petit peu travaillé. La catégorie A, c'est moins de 78 heures dans le mois, et la catégorie C, c'est plus de 78 heures. Et ben cette explication de trompe-l'œil, de bascule de catégorie à catégorie fonctionne pas. Ce qui fait que la seule explication que les observateurs un peu affûtés sur la question du chômage ont trouvé, c'est le découragement. C'est les gens qui ne croient plus à leur chance de retrouver un emploi, qui étaient évidemment des gens qui ont été les plus touchés, ceux qui étaient en CDD, ceux qui étaient en intérim, et qui finalement décident qui souvent d'ailleurs ne sont même plus éligibles à des droits parce qu'ils n'ont pas suffisamment travaillé préalablement, qui décident de carrément plus s'inscrire à Pôle emploi. Et donc ils sortent totalement des écrans radars, et à ce moment-là, vous avez, on va dire, une baisse en trompe-l'œil, mais pour la pire des raisons. La raison qui fait qu'il y a des gens qui perdent l'espoir de retravailler, et tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que très probablement, l'afflux des inscriptions à Pôle emploi, il est probablement à venir aujourd'hui. C'est comme ça baisse sur le trimestre, ça monte sur l'année quand même. Oui, mais sur l'année, bien sûr, catégorie A, on fait plus 8,1% sur l'année. Ouais. Et d'ailleurs, l'INSEE considère que Covid nous aura coûté 700 000 postes en 2020. Mais voilà, on pense que probablement l'afflux d'inscriptions est à venir. Notamment, la DARES a fait le décompte de l'ensemble des plans de sauvegarde de l'emploi, ce qui sont tout simplement les plans sociaux sur la période Covid, mars-décembre. On en a 3 fois plus que d'habitude sur une période équivalente, on est à plus de 800. Et puis on voit qu'évidemment le chômage partiel a continué à amortir le choc. On a eu la facture 2020 du chômage partiel, alors là elle est un petit peu moins élevée que prévu, elle est à 27 milliards d'euros. Mais il y a aussi le nombre d'heures chômées au titre du chômage partiel, 2,5 milliards d'heures chômées en 2020 avec le chômage partiel. Donc il y a eu un amortisseur absolument incroyable, ce qui fait que on va encore une fois plutôt lisser l'observation et l'analyse des chiffres du chômage sur du temps long plus que sur un trimestre. Comment vous lisez les chiffres, Jean-Marc ? Oui, par rapport à ce que vient de dire Nicolas, que je partage parfaitement, il y a quand même 3 éléments qui me frappent. Moi, le premier, c'est que si vous regardez sur très longue période, on a dépassé le million de chômeurs en 1975, les 2 millions en 1980, les 3 millions en 1993. Maintenant, on va vers les 4 millions. C'est-à-dire, on a l'impression que dans notre politique économique, le maître mot, ça reste celui de François Mitterrand. Contre le chômage, on a tout essayé. Donc, une espèce de résignation face à la montée du chômage, avec cette idée qu'on fera du chômage partiel, on va réformer l'UNEDIC. Enfin, il n'y a pas de véritable capacité de la société française à répondre au chômage. Vous savez, c'est la note de Denis Oliven. C'est-à-dire, il y a une préférence française pour le chômage. Et donc, on voit ça en ce moment de façon particulièrement dramatique au travers des lunettes et de la pandémie, mais je crois qu'il y a une tendance lourde et je pense que ce pays ne mesure pas les dangers que représente cette espèce d'insouciance vis-à-vis du chômage. La deuxième chose, Nicolas l'a rappelé, l'INSEE estime qu'il y a entre 700 et 800 000 emplois qui vont avoir disparu et le chômage va avoir augmenté de 270 000 personnes. Donc ça veut dire concrètement que soit il y a un problème statistique, soit la population active diminue. C'est-à-dire le nombre de gens qui veulent travailler diminue. C'est catégorie 1, les deux. Oui, mais bon, concrètement. Bon. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit effectivement les gens se découragent, soit il y a un effet du vieillissement, soit ce que je crains, une partie de l'économie est en train de se mettre au noir. C'est-à-dire il y a des gens qui effectivement ne vont plus à Pôle emploi parce qu'ils sont dans des circuits qui sont des circuits parallèles. Et donc là aussi, les territoires perdus de la République, comme on a tendance à le dire sur le plan politique, on commence, je pense, à les voir sur le plan économique. Et puis la dernière réflexion, c'est, alors ça c'est plutôt une note optimiste, s'il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs, s'il y a de plus en plus de clients-fournisseurs et de moins d'employeurs-employés, la notion de chômage change de nature. C'est-à-dire le chômage tel qu'on le définit, c'est véritablement le chômage de la société employeur-employé. Ouais. Si on va vers une société client-fournisseur, je crois qu'il faut recommencer à définir ce qu'est le chômage, ce qu'est le rapport au travail, comment s'organise la société autour du client-fournisseur. Ça, c'est le dada de Jean-Marc. Il y est arrivé. Absolument. Merci Jean-Marc Daniel. Et je n'ai pas parlé du solde de la balance des paiements courants, mais j'ai parlé de la société. On ne parle pas de la balance des paiements courants, c'est déjà miraculeux. Bon, on a eu client-fournisseur.